OK. Maintenant, c'est le moment des partages. Donc, qui veut commencer? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, hein, là. Oui, on Pas pour vous les autres. entend. D'accord. Qui veut commencer à partager? OK. Il y a Madame Patricia et Monsieur Dorilas. Donc, vous pouvez. Commençons avec les filles d'abord. Ouais, bien dit. D'accord. Vous avez la parole, Madame Patricia. Votre micro est fermé. Eh non, je ne suis pas encore prête. Ah, d'accord. Eh bien, Monsieur Dorilas, c'est après, il y a Jean-Baptiste. OK, vous m'entendez bien? Oui, Allô? Oui, je vous oui, entends. oui. Oui, Ok. je vous entends. OK, merci. Je vais vous partager la situation dans laquelle j'ai éprouvé le sentiment d'une faible estime de soi. En fait, je me rappelle ma première année à la faculté. En fait, allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, OK. Ma première année à la faculté, quand je suis venu pour la première fois à la faculté, personne ne m'a pas connu. En fait, au cours d'une présentation, d'une prise de contact, le professeur a exigé que chaque étudiant doit se présenter correctement. Lors de ma présentation, je disais que je suis venu de la Grand'Anse. En fait, vous vous imaginez la réaction des autres étudiants? Alors, ils se mettent à rire de moi et me traitaient négandéo. Franchement, ça a réduit mon estime de soi. Ça m'a mis dans une situation d'anxiété. En fait, je me suis dit, est-ce que je dois rester comme ça? Est-ce que je ne dois pas me prouver malgré on me traite de négandéo? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Le moment des examens arrive, on a composé pour la fin de la session, on a donné le bulletin au cours d'une cérémonie qui a été organisée par le décanat. Eh bien, le Tinegandéo qu'on me traitait, c'est ce type-là qui a obtenu la première place de la promotion. En fait, du coup, ça a augmenté mon estime de soi. J'ai été vraiment, comment dirais-je, j'étais vraiment content. Donc, puisqu'il m'aborde tout le temps, et puis depuis après le résultat, les autres étudiants m'ont abordé et on se fait des amis. En fait, le contexte, donc, qui influence le plus mon estime de soi, c'est quand, quand dans la classe, on nous a donné, un professeur nous a donné un devoir, pendant que je suis étudiant en tant que, c'est auprès de moi qu'ils viennent, vous voyez, pour, comment dirais-je, pour donner ou du moins fournir une autre explication, vous voyez. Donc, c'est à moi de dire, voilà comment, voilà quelle démarche et quelle technique à suivre pour rédiger ce devoir. Et ils ont maintenant beaucoup de confiance en moi. Eh bien, ça a augmenté mon estime de soi. Et j'ai fait preuve de leader et puisqu'ils ont confiance en moi, on se familiarise. Merci. super. Donc, c'est vraiment,
c'est vraiment important. Donc, et dans votre présentation, nous voyons que les contextes scolaires, donc c'est un élément important lors de la construction de votre estime de soi. Donc, excellent. Maintenant, il y avait Castra, donc on entend Castra maintenant. Castra, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. OK. Pour mon faible estime de soi, je me souviens, quand j'étais dans la classe de 5e année, c'était très difficile pour moi d'obtenir une bonne note en mathématiques. Il y avait des garçons de la salle, parfois, qui obtenaient maximum en maths. Mais moi, c'est très difficile pour moi. Je ne comprends rien. Parfois, il me disait souvent que les filles ne peuvent pas obtenir de bonnes notes en maths. Les filles ne savent rien en maths. Et je me sentais vraiment mal parce que je disais pourquoi c'est seulement les gars, mais moi, je ne pouvais pas. Et à ce moment-là, je disais, bon, OK, j'accepte que les filles ne pouvaient rien faire en mathématiques, seulement les garçons. Et je ne fais rien pour obtenir de bonnes notes. Mais je passais toute l'année sans obtenir de bonnes notes. Mais lorsque j'arrivais en 6e année, je leur montre que les filles pouvaient aussi. Et je me souviens, quand j'étais en 6e année, j'obtenais pendant tous les contrôles un maximum en maths. Je disais que lorsque j'étais en 5e année, j'étais peur et je ne travaillais pas pour obtenir les bonnes notes, mais c'est parce que je ne pouvais pas. C'est parce que j'avais une faible estime de soi qui faisait que je n'arrive pas à obtenir maximum en maths. Pour une estime de soi forte, je me souviens dans mon église, il y avait une classe des enfants en école du dimanche que personne ne voulait pas enseigner cette classe parce que les enfants étaient insupportables, les enfants sont vraiment stupides et laissent les enfants dans l'église sans rien les enseigner. Mais moi, je disais, pourquoi les enfants méritent une bonne éducation, on doit les enseigner. Pourquoi on ne voulait pas les enseigner? Je disais que moi, je pouvais les enseigner. Et j'arrive à les enseigner. Les enfants sont très polis avec moi. Et enfin, les enfants sont devenus mes meilleurs amis. Si je n'avais pas une forte estime de soi en moi, je vais faire comme les autres et je laisse les enfants dans l'église sans rien les apprendre. Le contexte qui m'influence le plus dans mon estime de soi, c'est le contexte scolaire. C'est là que je passais plus de temps et c'est ce contexte-là qui m'influence le plus. Merci. D'accord, merci pour votre super présentation. Donc, nous avons vu que grandement, il semblerait que les contextes scolaires ont des effets sur notre estime de soi, que ce soit des effets positifs ou négatifs. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Oui, Madame Fortuné. Ok, je me souviens que pour le concours à CNDPS, faculté sans ingénieur, pour être admise, il faut tout d'abord passer un concours. Pour ce concours, il y avait 200 personnes qui ont postulé. Tout le monde me disait que je n'allais pas réussir parce qu'il y avait trop de postulants, tout ça. Et je suis infirmière n'était pas mon rêve. J'avais d'autres plans pour moi, tout ça. Et comment dire ça? D'autres choix pour moi. Mais le seul fait de vouloir réussir non seulement pour moi-même, mais pour ma famille, je me disais que pour ce concours, réussir,
je dois être parmi les 47 qui doivent réussir parce qu'il y avait 200 postulants et le nombre qu'on doit choisir était 47. Donc, j'ai travaillé OK. On a arrivé de Madame Fortuné. Est-ce qu'il y a un autre participant qui veut partager son travail? Vous m'entendez? Oui, oui. Vous pouvez continuer. La connexion n'était pas bonne. Oui, je Excuse-moi. comprends. Oui, je commence. Je me souviens que pour le concours à la FCNDPS, faculté des sciences infirmières, il y avait 200 postulants, donc j'étais parmi les 200 qui ont postulé pour la faculté, tout ça. Et parmi ces 200 postulants, on voulait choisir 47, je crois. Et pour ce concours, tout le monde me disait que je n'allais pas réussir, qu'il y avait trop de postulants, tout ça. Et surtout, je n'aimais pas la science infirmière. La science infirmière n'était pas mon rêve. C'était le choix de mes parents, tout ça. Mais le simple fait de vouloir réussir dans ma vie, de ne pas échouer, de ne pas regarder en arrière, j'ai dû travailler jour et nuit. Je me disais qu'il faut réussir, non seulement pour moi, pour ma famille et pour mon entourage, parce qu'ils croient vraiment, vraiment, vraiment en moi. Et du coup, j'ai travaillé, j'ai participé à des cours d'orientation, tout ça. Et quand les résultats sont donnés, c'était une joie pour moi de voir que parmi les 47 qui sont retenus, j'étais en 17e position. C'est pour vous dire que mon estime de soi m'a donné plus de force de travailler, d'étudier, de travailler jour et nuit pour réussir. Et non seulement c'était une estime de soi, mais aussi un vrai leader. J'étais leader de moi-même. Merci. Super, super. Donc, merci pour ces partages très enrichissants. Nous avons vu que, et comme au début, pour ceux qui arrivent maintenant, nous avons vu les différents éléments de la construction de votre estime de soi. Donc, depuis l'enfance, la relation entre les parents et l'enfant peut influer sur son estime de soi. Et nous avons vu également dans les contextes sociaux et professionnels et scolaires. Donc, ça a des effets qui peuvent être des effets positifs ou négatifs sur notre estime de soi. Donc, merci pour votre participation. Donc, maintenant, nous abordons la deuxième partie de l'activité. Donc, il y a un ensemble d'énoncés. Donc, parmi vous, si vous devez choisir trois énoncés qui vous décrivent et les plus, donc ce seront quoi? Qui veut participer? Il y a M. Dorilas qui lève la main. Non, je ne suis pas encore prenant. Ah, OK. D'accord. OK. OK, lisez les énoncés suivants et si vous avez la possibilité de choisir trois d'entre eux qui vous décrivent les mieux, donc ce seront quoi? OK, Emmanuela. D'accord, donc je disais que j'aime ce que je fais et que j'ai l'impression que ma vie est de plus en plus intéressante et que je m'accepte telle que je suis. Super, donc nous pouvons voir que
votre passion et votre personnalité est liée avec ce que vous faites. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? OK, M. Dorilan, vous avez la main levée jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est activé automatique, mais je n'ai pas levé OK, la d'accord. main. Je ne sais pas comment. Oui, mais je peux toutefois parler. Donc, j'aime ce que je fais et mon activité professionnelle me permet de me réaliser. Je disais que j'ai l'impression que ma vie est de plus en plus intéressante et que je m'accepte tel que je suis. OK, donc super. Donc, nous pouvons voir que vous avez peut-être choisi un métier qui vous passionne. Donc, c'est ça. Est-ce la vérité? Oui, évidemment. OK, très bien. Yeah. OK, il y a Madame Fortuné et ensuite Madame Naïka. OK. Je m'accepte tel que je suis. J'aime ce que je fais. J'ai l'impression que ma vie est de plus en plus intéressante. D'accord, très bien. Et vous êtes une personne optimiste. Bravo. Madame Chérie, votre micro est fermé. Bonjour. Bonjour. Et moi-même, je disais que la plupart du temps, je me sens en accord avec moi-même. Je m'accepte tel que je suis. J'ai le sentiment que ma vie a un sens. OK, super. Donc, vous êtes capable de vous affirmer et vous êtes capable aussi de faire des choix. Donc, optimiste dans votre vie. Merci. Il y a Castra. Oui, je m'accepte tel que je suis. J'ai le sentiment que ma vie a du sens. Mon activité professionnelle me permet de me réaliser. Super. Donc, bravo. Donc, c'est intéressant de voir que tous les participants, il y a vraiment une cohérence entre votre personnalité et ce que vous choisissez de faire. Il y a Jacques Benson. Je m'accepte tel que je suis. J'ai le sentiment que ma vie a du sens. Mon activité professionnelle me permet de me réaliser. Super. Donc, il y a Madame Patricia. Madame Patricia, votre micro est fermé. Excuse-moi. Je m'accepte tel que je suis. J'ai le sentiment que ma vie a du sens. Mon activité professionnelle me permet de me réaliser. Et j'ai aussi l'impression que ma vie est de plus en plus intéressante. OK, super. Donc, merci pour votre participation. Donc, s'il n'y a pas d'autres participants, donc nous avançons pour faire une synthèse de ces deux activités que nous venons de réaliser. Donc, est-ce qu'il y a un dernier participant donc, qui veut partager quelque chose? OK, on avance. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, c'est vraiment important. Donc, dans tous ces éléments que nous venons de voir, donc nous ont permis de comprendre beaucoup plus les composants de l'estime de soi. Nous avons vu les modes de construction de votre estime de soi dans divers contextes, et familial, et socio-professionnel, et scolaire, etc.
Donc, et aussi, lorsqu'on parle d'estime de soi, donc, il y a 4 composantes principales. C'est d'abord l'acceptation de soi. Donc, c'est comment, par exemple, à travers l'activité précédente, vous avez vu que vous vous acceptez tel que vous êtes. Donc, c'est comment, par exemple, vous valorisez vos compétences, vos talents et vos qualités et vos capacités. Et deuxième composante, donc, c'est la confiance en soi. Donc, lorsque vous réalisez une activité, est-ce que vous sentez parfois donc c'est quelque chose d'ennuyant ou c'est quelque chose dont vous êtes passionné? Donc, c'est vraiment important. Et la troisième composante, donc, c'est la vision ou la perception de soi. Donc, comment vous vous voyez en tant que personne, votre nature? Donc, vous êtes tous différents, mais comment, par exemple, vous vous voyez dans votre activité professionnelle, dans vos activités académiques, dans vos activités associatives, dans vos positions de leader. Donc, comment voyez-vous et quelle perception de vos collaborateurs à votre égard? Et quatrième composant, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Est-ce que vous vous aimez et tel que vous êtes? Donc, ça, c'est un élément important et à considérer. Donc, sinon, donc si vous ne maîtrisez pas et si vous ne tenez pas compte de ces 4 composantes, vous pouvez avoir une estime de soi très faible. Cependant, il faut nuancer les choses. Une estime de soi trop élevée n'est pas encouragée. Et de même, une faible estime de soi n'est pas encouragée parce que lorsque vous avez une estime de soi trop élevée, donc vous pouvez arriver à un instant, vous devenez très arrogant, donc et vous causez des dysfonctionnements sociaux, donc comme nous avons vu précédemment, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas serrer des liens avec vos collaborateurs. Et si, par contre, si vous avez une estime de soi très faible, donc vous éprouvez un manque de confiance en soi et à ce stade, donc vous avez les sentiments d'une personne qui est incapable. Donc, c'est pourquoi donc, il y a la pyramide de la confiance en soi. Donc, d'abord, c'est vraiment cerner les différentes dimensions de votre estime de soi, quelle est votre opinion de vous-même, quelles sont vos valeurs. Et deuxièmement, la confiance en soi. Donc, c'est quel est votre sentiment en réalisant quelque chose, que ce soit dans vos activités académiques, dans vos activités professionnelles. Donc, sur quelles compétences vous êtes capable, donc sur quelles compétences vous allez vous focaliser pour faire quelque chose et mémorable. Et au plus haut niveau de la pyramide, donc si vous avez une estime de soi forte, vous avez confiance en vous, donc vous pouvez vous affirmer donc, dans vos relations avec les autres. Donc, si dans votre travail, un collègue a fait quelque chose qui vous n'acceptez pas, donc il faut vous affirmer pour montrer que ce qu'elle a fait, donc c'est inacceptable. Donc, quelle est l'importance de la confiance en soi? Donc, c'est un élément indispensable donc pour agir dans des situations et dans quel que soit le contexte, c'est un élément important pour oser, pour prendre des initiatives, donc, et aussi, donc, ce sont des éléments importants pour contribuer au développement de votre leadership de soi. Et maintenant, donc,
nous avons vu à travers les différentes activités, donc les modes de construction des savoirs. Maintenant, comment, par exemple, dans vos activités professionnelles ou à l'université, et comment et quelles sont les implications de l'entreprise ou de l'université, l'école, dans la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi de ses employés ou de ses étudiants. Donc, qu'est-ce qu'il y a personnes qui veulent partager ce qu'ils pensent de cette question? Madame Naïka, vous voulez parler? Votre micro est fermé. OK, Emmanuela, vous avez la parole. Bon, par rapport à cette question, moi, je dirais que l'université ou encore l'entreprise, il doit mettre la personne en question dans les situations où cette personne a une tâche à réaliser. Donc, à ce point-là, la personne pourra vraiment, je pourrais dire, s'auto-évaluer ou encore se mesurer. Et ainsi, dépendamment du résultat, cette personne pourra avoir une confiance en soi beaucoup plus élevée par rapport au niveau que ça a été avant même qu'il ait pu réaliser cette tâche. Donc, c'est ce que je pense. D'accord, merci beaucoup, M. Dorilas. Oui, à mon avis, pour l'implication de l'université ou l'entreprise afin de permettre à l'étudiant, l'employé de construire son estime de soi ou sa confiance en soi, à mon avis, c'est que il y a une phrase française qui dit que l'enseignement ne fait pas dans la peur dans le cadre de l'université. OK? Donc, l'université doit être capable de créer, vous m'écoutez? Oui. Allô? Vous êtes là? OK. L'université doit être capable de créer un climat propice à l'apprentissage. Eh bien, une fois que l'étudiant ou je sais pas, l'enfant se sent à l'aise, se sent en sécurité et il peut augmenter son estime de soi, il peut progresser. Donc, l'enfant, ou du moins l'étudiant, l'employé, doit se sentir aimé. Eh bien, le chef de l'entreprise, ou du moins l'université, en fait, je parle d'une manière globale. Vous voyez? Eh bien, on doit créer le sentiment d'appartenance et de relation entre les membres de l'entreprise, entre les employés, vous voyez? Donc, le besoin d'être en sécurité, ça va nous aider à augmenter notre estime de soi. Ça va créer en nous, du moins augmenter notre confiance. Vous voyez, eh bien, quand nous évoluons, ou du moins nous vivons, nous travaillons en tant qu'employés dans une entreprise, le besoin, le sentiment d'appartenance, chacun joue son rôle. Vous voyez, eh bien, chaque personne vient travailler chaque jour sans avoir échangé, ouais, là, il y a un manque. Eh bien, puisque, imaginez-vous une personne, un employé, par exemple, qui a une déformation, vous voyez, eh bien, le chef de l'entreprise doit pouvoir capable de créer la relation, le sentiment d'appartenance doit faire à cet employé-là, et le chef de l'entreprise doit faire à cet employé-là, et il doit le faire sentir appartenir à tout le monde, vous voyez, partager le sentiment d'appartenance. Merci pour ne pas être trop long. D'accord, merci beaucoup.
Et est-ce qu'il y a un autre participant donc, qui veut partager ses idées? Moi, je pense que les universités, les entreprises doivent mettre les gens dans un bon état pour qu'ils se sentent très bien. Toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits. C'est-à-dire que ne devons pas avoir une personne privilégiée, pourtant les autres, on prive les droits des autres. Toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier participant? Monsieur Dorilas? C'est plutôt une question que je voulais poser. Donc, s'il y a un autre intervenant, je laisse la place. Une fois qu'il n'y a pas d'autre, eh bien, vous pouvez m'accorder la chance de poser cette question. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres intervenants, donc vous pouvez poser la question. OK, Oui. il y a Madame Chérie donc, qui vient ajouter quelque chose. OK, moi-même, ce que je voulais dire concernant cette question, c'est que pour qu'une personne puisse augmenter son estime de soi, je pense que la meilleure façon de l'aider, c'est de lui faire sentir qu'elle est valorisée, qu'elle est aimée, qu'elle est acceptée telle qu'elle est. Et du coup, dans les entreprises ou à l'université, je pense que la meilleure façon pour donner aux employés ou étudiants la possibilité d'augmenter leur estime de soi, c'est de les accepter tels qu'ils sont. C'est de leur donner le sentiment que dans l'endroit où ils se sentent à l'aise, oui, l'homme en soi aime être valorisé. L'homme avoir le sentiment de se sentir utile. Une fois que ces choses sont faites, c'est que ces personnes soient acceptées. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, M. Dorilas, vous avez la parole. Oui, merci bien. Eh bien, vous venez de parler de la pyramide de l'estime de soi, pas vrai? Confiance en soi. La pyramide de la confiance en soi? C'est ça? Allô? Oui. OK, ben, je voudrais justement savoir de qui est cette pyramide, si c'est possible, s'il vous plaît. D'accord, donc cette pyramide est une variante de la pyramide des besoins élaborée par Abraham Maslow. Donc, OK. donc si vous avez, donc de toute façon, donc, je compte partager les supports avec les participants. Donc, vous aurez la possibilité d'explorer beaucoup plus ces ressources. Oui, je vois qu'il y a un lien étroit entre la pyramide d'Abraham Maslow et celle de la confiance en soi. C'est ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas Abraham Maslow qui a quand même inventé cette pyramide? OK, merci bien. C'est une variante. D'accord, merci. OK. Bon, et par rapport à cette activité, donc, vos retours sont excellents. Donc, d'abord, pensez à la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi, que ce soit dans un contexte de travail ou académique, c'est penser à certains éléments comme les relations et les climats sociaux, c'est-à-dire
comment organise-t-on l'entreprise ou l'école pour que toutes les personnes donc, se sentent en sécurité. Et deuxième élément important, donc, c'est les contenus du travail, c'est-à-dire comment, par exemple, au sein de l'entreprise ou à l'université, on laisse la place aux étudiants ou aux employés de développer leur autonomie et de leur donner des moyens pour réaliser leur travail et comment répartissent les charges de travail. Par exemple, si en période d'examen, vous avez 10 cours et tous les professeurs ont décidé de donner des devoirs de recherche et à la même date limite. Donc là, l'étudiant peut échouer. Donc, à ce stade, donc, vous devez penser à la charge de travail. Et autre élément important, donc, c'est dans vos activités ou dans vos stratégies, que ce soit à l'université ou dans un contexte professionnel, est-ce que l'employeur ou la faculté en question tient compte de la santé des étudiants? Et, par exemple, comment mettre en place un plan d'action pour supporter les étudiants ou les employés, l'aménagement des lieux et des espaces, etc. Et aussi, quelles compétences. Et si vous décidez d'organiser des examens, des concours, etc., mais est-ce que vraiment les compétences que vous voulez évaluer sont en rapport avec les profils académiques et professionnels des employés ou des étudiants, et pour que les étudiants ou les employés ne se sentent pas humiliés, donc, parce que donc, nous avons vu que l'estime de soi ou la confiance en soi, donc, ce sont des éléments importants. Donc, pour développer, c'est ce qu'on appelle le leadership de soi. Et est-ce que dans ces milieux, on offre l'égalité pour tous, c'est-à-dire comment, par exemple, vous prenez en compte l'aspect genre dans vos stratégies? Est-ce que, comme Castra a mentionné dans l'activité précédente, donc il y avait des stéréotypes qui disent que les filles ne sont pas performantes en mathématiques, mais est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est seulement les garçons qui sont performants en mathématiques? Mais vous, en tant que directeur d'école ou entreprise et chef d'entreprise ou du moins des leaders, donc comment prendre en compte l'aspect genre dans vos stratégies pour que ça contribue à l'amélioration, la construction non seulement de l'estime de soi de vos collaborateurs, mais aussi leur confiance en soi. Donc, deuxième élément important lorsqu'on parle du leadership de soi, c'est la notion de la connaissance de soi. Donc, nous avons vu l'estime de soi, ses composantes, la confiance en soi et l'estime de soi et ses composantes. Le deuxième élément important lorsqu'on parle du leadership de soi, c'est la notion de la connaissance de soi. Donc, pour aborder ce thème très enrichissant, donc, je vous propose de commenter cette citation de Gandhi qui dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Donc, qui est-ce qui veut partager ce qu'il pense de cette citation? Allô?
Allô? Allô? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez la parole. D'accord. En fait, c'était pour faire un commentaire sur le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. En fait, il est toujours dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Si vous n'apprenez pas à vous connaître vous-même, vous ne pouvez pas autour de vous apprécier les autres. C'est la connaissance de vos limites et de vos capacités qui vous permettent d'être j'allais dire, dans une dynamique d'humilité. C'est-à-dire, en toute chose, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, pour revenir un peu sur le sujet passé, mais c'est toujours essayer de se connaître soi-même, en fait. Se connaître soi-même, c'est quoi? C'est beaucoup plus savoir ses limites, savoir ses faiblesses, savoir ses forces. Une fois que vous avez toutes ces connaissances-là, ça vous permet de faire un chemin avec les autres. Voilà ce que je voulais ajouter comme commentaire. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il y a un autre participant donc, qui veut réagir sur cette citation? Oui, vous avez la parole. Ok, merci bien. Eh bien, la connaissance de soi, à mon avis, suivant ce que dit Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Le contexte. Vous pouvez continuer. Oui. Eh bien, quand on se connaît, on croit même, eh bien, ça résulte à la connaissance de ses valeurs, de ses qualités et de ses défauts. Ben, quand on se connaît, peu importe ce que les autres pensent ou les autres disent, eh bien, ça ne doit pas influencer votre attitude et votre comportement. Si on se connaît, vous vous connaissez vous-même, eh bien, à quoi cela va être utile? Les autres disent ce qu'ils veulent de vous. Ben, vous devez garder votre estime de soi. Pourquoi votre estime de soi? Parce que il semblerait qu'il y a un problème technique de la part de M. Dorilas. Est-ce qu'il y a un autre participant qui veut réagir sur cette citation? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Mardouché. Je D'accord. voudrais en fait dire que je comprends assez qu'il est important que l'on puisse se connaître soi-même. Et plus on se connaît, plus on connaît le monde. Pour moi, c'est une manière de dire, vous êtes un vrai voyageur, quelqu'un qui a fait une grande découverte quand vous avez fini par vous découvrir vous-même. Donc, voyager, c'est aller à la découverte du monde. Mais celui qui se découvre lui-même, c'est qu'il est suffisamment préparé pour mieux connaître les autres. Donc, il faut apprendre plutôt à se connaître plutôt que de chercher à connaître le monde. Super. Donc, une dernière intervention pour avancer. il y avait un problème. Allô? Oui, vous pouvez continuer maintenant. Et vous ne m'avez pas entendu? Vous pouvez continuer maintenant. Oui, et je disais que ça ne doit pas influencer votre attitude. Alors qu'il y a un problème technique qui persiste de votre part.
malheureusement. Donc, essayez de changer de position, peut-être. OK. Est-ce qu'il y a une dernière intervention pour continuer? OK, merci tout le monde. Donc, les plus grands voyageurs n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Donc, c'est un élément important. Donc, c'est un élément de base pour mieux connaître vous-même. Donc, et tout ce que vous avez dit, donc, ce sont des éléments très importants. Donc, connaître vous-même, donc ça vous permet de mieux et vous familiariser avec vos collaborateurs, donc et cultiver certaines valeurs, donc comme vous avez souligné, comme l'humilité, l'intégrité, le sens de la collaboration et par exemple, mais à départ, tous ces éléments que vous avez soulignés, il y a 5 autres éléments fondamentaux. Premièrement, donc, c'est votre passion. Donc, est-ce que parfois vous pouvez avoir des talents, des compétences pour faire des choses extraordinaires, mais vous vous contentez de vous focaliser sur les autres. Donc, c'est ce qui est important. Donc, lorsqu'on parle des voyageurs, donc, ce n'est pas un voyage dans le sens, donc, je quitte Haïti pour me rendre aux États-Unis, mais c'est explorer votre entourage. Comme nous avons vu précédemment, c'est que l'estime de soi se construit avec les éléments de votre milieu immédiat. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est apprendre à vous connaître, apprendre à découvrir vos passions, vos intérêts, vos talents, vos compétences, vos croyances, et vos aptitudes et vos attitudes et surtout les traits de votre personnalité. Donc, c'est avec toutes ces connaissances que vous pouvez tisser des liens avec vos collaborateurs et qui fait que, et lors de l'exercice de votre fonction de leader, donc, vous avez vraiment des éléments pour mieux tisser ces liens. D'autres éléments, c'est que se connaître vous permet de trouver votre voie. C'est-à-dire, donc, vous devez être curieux face à vous-même et en faisant preuve d'ouverture d'esprit et vous évaluer avec réalisme et croire en ce que vous choisissez, croire donc dans vos capacités, croire dans vos possibilités d'évolution personnelle et les choix qui guident vos choix. Et d'autres éléments importants, donc lorsqu'on parle à l'égard de cette citation ou pour parler de la connaissance de soi, donc un instant, donc OK. Donc, c'est d'abord cultiver, c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme et la motivation. Croire en votre but. Donc, ce que vous choisissez de faire dans la vie, croire dans ce que vous faites. Et deuxième élément, faire preuve de persévérance parce que la diversité de la vie, donc c'est quelque chose de difficile, donc qui peut agir sur vos passions, sur vos projets. Donc, nous allons voir ça au cours du deuxième module, donc que nous allons aborder les outils de la motivation et comment, par exemple, les choses que vous choisissez de faire donc, sont en accord avec votre personnalité, vos passions, votre motivation, etc. Et autre élément important, donc comme nous avons vu avec la pyramide de la confiance en soi, donc il faut être confiant en vos capacités, en vos
compétences. Pour comment faire? Donc, c'est d'abord procéder par une auto-évaluation, c'est-à-dire, donc, c'est analyser vos acquis et en faire une synthèse. Donc, et personnellement, et chaque mois, j'ai fait une synthèse de ce que j'ai réalisé pendant le mois et aussi élaborer un petit plan pour progresser. Donc, c'est ça l'auto-évaluation. Ça vous permet de découvrir vos savoirs en termes de connaissances, vos savoir-faire en termes de compétences techniques. Et par exemple, être capable de dépanner un ordinateur, être capable de conduire un projet et des savoir-être, donc, qui sont extrêmement importants dans les contextes de notre présentation aujourd'hui, qui est la notion du leadership de soi. Donc, les savoir-être englobent, donc, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, donc, c'est-à-dire, ce sont des compétences transversales, donc, nous aurons la possibilité d'approfondir ces connaissances au cours du dernier module, et donc, c'est tous ces éléments qui peuvent vous guider dans vos travail, dans vos activités académiques, etc. Et comment, lorsqu'on parle d'une auto-évaluation, quoi faire au juste? Donc, c'est d'abord votre formation, donc ce que vous comptez étudier et comment projetez-vous dans cette profession. Deuxième élément, c'est quelles sont vos valeurs, et si on vous demande de vous décrire en 5 valeurs fondamentales, lesquelles? Et aussi vos expériences dans divers contextes et associatifs, contextes académiques, professionnels, etc. Et surtout, il faut connaître vos intérêts et connaître les traits de votre personnalité. Donc, nous allons voir ça et tout à l'heure. Et vos activités parascolaires ou autres donc, sont extrêmement importantes. Donc, ce sont des facettes et très importantes pour au mieux se connaître. Donc, pour y parvenir, donc, il faut faire une auto-évaluation en questionnant vos choix. Donc, pourquoi avez-vous choisi d'étudier dans ce domaine ou dans ce programme? Qu'est-ce qui vous a attiré et quel est votre but dans la vie? Est-ce que ce but est réaliste? Quelles sont mes capacités ou mes habilités que j'ai actuellement et quelles sont les capacités et habilités que je devrais développer pour mieux m'adapter dans différents contextes et dans quel environnement, par exemple, si vous choisissez d'étudier, de travailler, donc dans quel environnement, dans quel cadre de travail, est-ce que vous vous voyez en tant que directeur ou en tant qu'un simple employé ou bien en tant que quelqu'un qui crée des emplois ou bien est-ce que vous vous voyez en tant que quelqu'un donc qui est juste se contenter des résultats immédiats. Par exemple, moi qui évolue dans les domaines des sciences de l'éducation, je me vois en tant que quelqu'un donc, qui contribue à l'élaboration des politiques éducatives, donc quelqu'un qui contribue à l'amélioration des systèmes éducatifs tant au niveau national qu'international. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai mis sur pied de nombreuses structures donc, qui évoluent dans les cadres de mes actions, dans les cadres de ma vision personnelle et professionnelle. Donc, qu'est-ce qui vous motive dans un emploi? Est-ce que c'est le climat de travail? Est-ce que ce sont les compétences que votre emploi vous offre la possibilité d'acquérir? Ou est-ce que c'est le salaire? Ou du moins, est-ce que c'est les possibilités d'évolution ou bien est-ce que c'est votre possibilité pour contribuer à l'avancement de votre domaine, etc. Et passer en revue les initiatives les plus importantes que vous avez prises et parmi les différentes expériences que vous avez eues, lesquelles qui vous ont permis
de développer sur les plans personnels et interpersonnels. Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants. Donc, pour cela, donc, je ne sais pas, donc si vous, s'il y a quelques participants qui veulent partager leur expérience au regard de deux, de trois, d'une des questions suivantes. OK, est-ce qu'il y a des participants qui veulent partager? Par rapport à ces différentes questions d'auto-évaluation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience? OK, la formation, c'est pour vous, il faut en profiter. OK, M. Dorilas. M. Dorilas, vous avez la parole. Votre micro est fermé. M. Dorilas, votre micro est fermé. Non, c'est ouvert, oui. Vous m'entendez? OK. Continuez. Mes expériences de vie m'ont permis de développer un ciment de... Il y a un problème de connexion, peut-être. Madame Fortuné, vous avez levé la main. OK, la question que j'ai choisie, c'est qu'est-ce qui me motive dans un emploi? Depuis toujours, j'ai voulu travailler avec des gens pour les aider. Mon rêve était de devenir un jour une grande avocate, d'aider les gens qui sont en difficulté, par exemple les femmes violées. Mon but était de les aider à obtenir un peu, un minimum, comment dire? Excusez-moi. De les aider à se rétablir de la choc, par exemple, la personne qui a violé cette personne, d'aider cette personne à obtenir, pas exactement une vengeance, mais c'est pas une vengeance, non, mais comment dire ça? C'était à réparer, peut-être. Pardon? À réparer une situation difficile. Ouais, pas exactement ça, mais oui, de réparer l'erreur que la personne a fait avec, comment dire, dédommagement, de dédommager cette personne, tout ça. C'est tout. D'accord, merci pour votre reportage. Donc, Jacques Benson, vous avez la parole. Donc, la question que j'ai choisie, c'est surtout quelles sont les plus importantes initiatives que j'ai prises. Bon, je vais donner une seule initiative, mais qui va englober presque toutes les initiatives que j'ai faites. OK. Bon, l'initiative, c'est surtout quand j'ai commencé à continuer à croire en mes capacités, que ce soit intellectuelles, et de les mettre au service de tous ceux qui en ont besoin. Et depuis ce jour-là, je continue à progresser. C'est ce qui me permet aussi à trouver cette bourse-là
et qui m'a permis de venir étudier au Maroc. Super. Et Emmanuela? Oui, en fait, la question, c'est qu'est-ce que mes expériences de vie m'ont permis de développer sur le plan personnel et interpersonnel. Donc, je dirais que mes expériences de vie m'ont permis d'avoir beaucoup plus de confiance en moi, de découvrir vraiment mes capacités, de savoir vraiment ce que je peux faire. Donc, ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes, donc d'acquérir ma confiance des gens et aussi d'exceller sur le plan professionnel, donc, dans ce que je vise à réaliser réellement de la vie. Donc, en gros, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Une dernière intervention pour clôturer cette activité. Oui, Madame Fortuné. Madame Fortuné, vous avez la parole. OK. La dernière question était est-ce que mes expériences de vie m'ont permis de développer sur le plan personnel, interpersonnel? OK. Avant, j'avais toujours peur de prendre la parole en public. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, j'ai participé à des formations sur le développement personnel. Du coup, cela m'a aidé à prendre la parole en public, même si ce n'est pas tout à fait réglé, mais je m'adapte, j'avance peu à peu. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y avait une question dans le chat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui trouve une bourse d'études universitaires, mais elle n'aime pas vraiment ce qu'elle apprend? Elle n'a pas la possibilité d'apprendre ce qu'elle aime pour ne pas rester sans rien apprendre. Donc, c'est une excellente question. Donc, comme nous venons de voir, donc, si, par exemple, peut-être auparavant, vous avez eu la possibilité d'apprendre beaucoup plus sur les différentes dimensions de la connaissance de soi, en particulier ce qui vous passionne, quels sont vos intérêts, donc ce serait vraiment important. Mais si vous avez déjà évolué dans ce secteur, donc que vous n'aimez pas vraiment, mais je pourrais dire que c'est une sorte d'imposition. L'important, c'est de vous adapter, donc de découvrir d'autres talents cachés que vous avez eus, donc pour développer d'autres capacités qui peuvent vous guider et qui peuvent vous aider à répondre aux exigences du champ choisi. Par exemple, si et depuis mon plus jeune âge, donc ce qui me passionne, donc c'est l'éducation, c'est de me voir travailler avec les gens, partager des connaissances, partager des expériences. Cependant, durant mon parcours au lycée, il y avait des professeurs qui disent, bon voilà, il faut choisir le génie, il faut choisir l'agronomie, etc. Mais moi, donc, j'ai une passion, donc et je laisse cette passion me guide dans mes actions. Donc, ça, c'est un élément important. Mais si vous évoluez déjà dans ce secteur, donc l'important, c'est d'apprendre à connaître les référentiels des compétences des professionnels qui évoluent dans ce secteur. Donc, faire une auto-évaluation, évaluer les compétences que vous avez déjà et quelles sont les compétences que vous devez développer et pour être à la hauteur de ce que vous choisissez. D'accord? Madame Fortuné, vous avez la parole. Oui, c'est pour faire une ajout. Par exemple, moi, avant, je n'aimais pas la science infirmière. Et quand je suis arrivée à l'université, je me suis adaptée avec
l'école, les autres étudiants, tout ça, les dirigeants de l'école, les professeurs, etc. Je me suis adaptée avec les matières, les professeurs, les notes, tout ça. Du coup, j'ai vu que le même but que j'avais pour l'avocat, d'aider les gens, c'est toujours pareil avec la science infirmière. C'est toujours pour aider les autres en difficulté. Donc là, je me suis vraiment adaptée. Maintenant, j'aime cette profession. C'est tout. Super. Donc, merci Manuela pour ces commentaires très enrichissants. Donc, l'important, c'est de tirer du positif quand même en tout. Donc, c'est ça l'important. Donc, par exemple, dans les moments de crise, il y a beaucoup d'opportunités, mais ne vous focalisez pas sur la crise en réalité, mais envisagez les possibilités d'évolution qu'il y a dans votre carrière. D'accord? OK. Et pour mieux se connaître, il y a un ensemble d'outils importants à maîtriser, donc parmi lesquels il y a les tests MBTI, il y a l'Ikigai, la fenêtre des joailleries et l'énéagramme. Donc, les tests MBTI, donc c'est un outil d'évaluation donc psychologique qui est son but donc c'est d'analyser notre façon ou bien notre pensée selon 4 critères. Donc, premièrement, donc, il y a parmi vous, donc, c'est vos actions orientent plutôt vers l'énergie. Donc, c'est-à-dire, donc, si vos actions s'orientent beaucoup plus vers l'énergie, donc, en ce moment, donc, on peut dire que vous êtes soit une personne introvertie ou une personne extravertie. Deuxième critère, donc, c'est recueil d'informations au moyen des sens. Donc, si vos actions sont guidées surtout par beaucoup plus par vos organes des sens, donc, et vous développez surtout une sensibilité sensorielle et au moyen de l'intuition. Donc ça, c'est le deuxième critère du test MBTI. Et quatrième critère, donc, c'est traitement de l'information. Est-ce que lors du traitement de l'information, et vous focalisez votre prise de décision sur la logique, c'est-à-dire la pensée, et selon vos valeurs ou ce que vous sentez en termes d'émotion. Et quatrième critère, donc, ce sont vos modes d'action. Est-ce que vos actions ont été prises de manière ordonnée et planifiée? Donc, à ce moment, vous allez juger et procéder au jugement de la situation et évaluer la perception de vos collaborateurs, etc. Et l'autre élément important, donc lorsqu'on parle du test MBTI, donc ça a des dimensions. Premièrement, la dimension et les 4 premières dimensions, donc à savoir l'extraversion, l'introversion. Donc, c'est posez-vous la question pour réaliser quelque chose, d'où tirez-vous votre énergie? Est-ce que c'est de l'extérieur ou à l'intérieur de vous-même? Donc, en répondant à cette question, vous allez découvrir si vous êtes plutôt une personne introvertie ou extravertie. Deuxième élément, donc, quel type d'information utilisez-vous de façon spontanée? Est-ce que c'est vos organes de sens ou est-ce que c'est votre intuition? Et les 4 autres composantes, donc, c'est en termes de pensée et des sentiments. Et c'est-à-dire, quel est le processus que vous utilisez pour prendre vos décisions? Est-ce que vous accentuez sur ce que vous pensez ou est-ce que vous accentuez sur vos sentiments avec vos collaborateurs? Et autre question,
comment abordez-vous les mondes qui vous entourent? Est-ce que, et par exemple, et pour comprendre mieux les comportements de vos collaborateurs, donc dans un contexte académique, professionnel et autres, est-ce que vous procédez par jugement ou vous vous laissez tout simplement guider par votre perception des choses sans vous informer sur les détails? Donc, en bref, donc l'extraversion, donc une personne qui est extravertie, donc c'est une personne qui oriente vers les modes extérieurs, qui oriente vers les personnes, donc et pour trouver de l'énergie. Et une personne qui est introvertie, donc c'est ce qui est important pour lui. Donc, comme nous avons vu et dans les différentes dimensions de la connaissance de soi, donc c'est une personne qui agit en fonction des différentes composantes et de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la connaissance de soi. Et sensation, donc c'est quelle démarche vous avez utilisée et est-ce que vous analysez la situation avant de réagir? Est-ce que vous vous familiarisez avec les faits avant d'agir ou est-ce que vous vous focalisez sur les événements du présent? Et si vous réagissez avec l'intuition, vous priorisez la démarche globale, c'est-à-dire donc vous êtes une personne donc, qui aime anticiper les choses. Donc, vous êtes une personne qui aime avoir une compréhension globale des choses avant de réagir. Donc, si vous êtes guidé par votre pensée, donc vous accentuez sur ce qu'on appelle la logique, l'objectivité et l'application des principes pour prendre des décisions. Mais si vous êtes guidé par vos sentiments, vous vous focalisez plutôt sur les valeurs communes et du groupe, la subjectivité, l'intérêt pour les personnes. Donc, pour le style de vie, donc c'est est-ce que vous procédez par jugement, donc pour prendre des décisions? Est-ce que vous êtes une personne donc, qui aime planifier votre vie? Est-ce que vous êtes une personne qui aime réagir avec méthode? Donc, en termes de perception, donc, est-ce que vous êtes une personne qui est beaucoup plus réactive ou spontanée dans vos prises de décision? Ou est-ce que vous êtes une personne donc, qui peut s'adapter aux différents contextes? Et ce modèle donc, que nous venons de voir, donc, qui est les modèles MBTI, donc c'est les modèles qui vous permettent d'évaluer votre personnalité. Donc, ce modèle est divisé en 16 types de personnalités, élaboré en 1962 donc, par Isabelle et Catherine. Donc, et ces auteurs ont inspiré des travaux de Carl Gustav, donc, psychiatre suisse et disciple de Freud, donc de 1875 à 1961. Donc, application de ce modèle, donc c'est pour avoir une compréhension de soi et sur votre développement personnel. Et c'est un élément important et aussi pour conseiller les professionnels, les jeunes étudiants et aussi les diplômés de l'enseignement secondaire, par exemple, pour mieux s'orienter vers les choix des carrières. Et c'est pourquoi cet outil est important en termes d'évolution et de gestion de carrière. Donc, c'est un élément important aussi que vous pouvez utiliser pour dynamiser ou favoriser l'autonomie de votre équipe. Donc, en tant que manager ou communicateur, soit au sein d'une entreprise. Donc, ce sont des outils vraiment importants et que vous pouvez utiliser. Donc, et en bref, donc en effectuant ce test, donc, il vous fournit la description de votre personnalité. Il vous donne une idée des tendances de vos relations interpersonnelles avec vos parents, vos amis
et sentiments et sur les plans sentimental, etc. Et il vous donne des possibilités sur vos carrières possibles et ces tests étalent aussi vos points forts et vos points faibles. Et deuxième outil, donc, c'est l'ikigai. L'ikigai, donc, c'est une philosophie japonaise. Donc, les concepts d'ikigai, donc, signifie la raison d'être ou la joie de vivre. Donc, cet outil de connaissance de soi vous permet de comprendre quelles sont vos ressources, vos moteurs et valeurs, donc qui vous permettent de trouver un équilibre dans votre vie et comment accepter des priorités, etc. Et l'ikigai donc met en évidence 4 éléments importants: votre passion, votre vocation, votre mission et votre métier. Donc, les points d'intersection entre ces 4 éléments, donc votre passion, votre vocation, votre mission, votre métier, vous donne, c'est ce qu'on appelle la raison d'être, de vivre. Et ça donne un sens à votre vie. Et question importante à poser, donc qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez? OK? À partir de cela, donc vous allez et découvrir ce qui vous passionne, ce que vous pouvez choisir comme vocation, et entre l'intersection de ce que vous aimez, de ce qui a du sens pour vous, de ce que vous êtes capable de faire. Donc, voilà, vous allez identifier votre passion et votre vocation. Et autre élément important qu'il faut poser, donc pourquoi vous êtes payé? Donc, si vous accédez à un poste de travail, donc en tant que directeur, en tant que professeur, ou en tant que, par exemple, conseiller pédagogique dans une école, donc pourquoi vous payez? Donc, c'est questionner votre mission et questionner aussi votre métier. Donc, pourquoi, par exemple, le métier d'éducateur donc, est quelque chose d'important pour moi? Donc, pourquoi ai-je choisi la profession d'infirmière ou d'ingénieur? Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants pour tenir compte et lorsqu'on parle de l'ikigai, qui est un outil essentiel pour mieux se connaître. En somme, donc, lorsqu'on parle d'ikigai, donc c'est ce qui fait, c'est questionner tout ce qui fait du sens dans votre vie. Et troisième outil, donc c'est l'énéagramme. Donc, l'énéagramme, donc c'est une figure ésotérique. Le mot qui a été construit vient du grec, donc qui signifie 9, ou gramma, dont le sens est figure. Donc, énéa donc signifie 9 et gramme donc signifie figure dans le langage grec. Donc, cet outil vous propose 9 stratégies distinctes pour se rapporter à soi, aux autres et au monde. Chaque énéatype, donc c'est-à-dire au modèle des pensées, des sentiments et d'actions, est différent et en lien avec votre motivation et votre vision, vous donne une idée différente de la façon dont vous concevez le monde. Donc, cet outil se divise en 9 types de personnalités: les perfectionnistes, l'altruiste, les battants, les romantiques, l'observateur, les loyaux, les épicuriens, les producteurs et les médiateurs. Donc, nous allons voir en détail ce que c'est. Donc, pour une personne qui est perfectionniste, donc c'est une personne qui est très méthodique et parfois sévère. Il travaille de façon consciencieuse. Et deuxième type de personnalité, si vous êtes quelqu'un d'altruiste, vous êtes plutôt une personne qui encourage, qui aime rendre service aux autres. Donc, si, par exemple, vous êtes une personne
et battant, vous êtes une personne très motivée et vous aimez le succès et vous donnez toujours des objectifs, c'est-à-dire des nouveaux défis. Et si vous êtes une personne beaucoup plus individualiste, donc vous êtes une personne très créative, parfois vous orientez toujours vers l'originalité, vous éprouvez toujours une insatisfaction de vos travaux, etc. Si vous êtes une personne observatrice, donc vous êtes plutôt une personne réfléchie qui a l'habitude d'analyser la situation avant de prendre une décision. Donc, si votre personnalité est plutôt loyale, donc vous êtes une personne intuitive, méfiante. Vous cherchez toujours la sécurité. Donc, si votre personnalité est plutôt généraliste, vous êtes une personne optimiste et parfois qui peut être dispersé ou laissé guider par des nouvelles idées. Donc, si vous êtes protecteur, donc vous êtes combatif, parfois très autoritaire, et ce que vous dites, vous décidez, vous les faites. Et si vous êtes médiateur, vous êtes plutôt une personne bienveillante. D'accord? Et il y a un autre outil qui est la fenêtre de Joiry. Donc, ça vous permet d'identifier votre identité. Et qu'est-ce que l'identité? Donc, c'est le processus de définition de soi. Donc, son effet, c'est vous permettre de développer un sentiment de continuité et de cohérence avec l'expérience de soi. Donc, nous avons vu les différentes dimensions de la connaissance de soi, etc. Et cet outil a été développé par deux psychologues américains, Joseph et Harrington. Donc, et pour ces auteurs, donc, pour mieux comprendre votre leadership de soi, pour mieux se connaître, il faut prendre en compte deux dimensions, la dimension intérieure à soi et une dimension extérieure. Donc, cet outil implique quatre grandes zones. Premièrement, la zone publique, donc c'est ce que vous connaissez et les autres connaissent de vous. Donc, c'est la zone publique. Donc, par exemple, si j'arrive quelque part, donc tout le monde peut dire quelque chose d'audible. Donc, c'est la zone publique. Il y a la zone intime, donc c'est la zone protégée. Donc, c'est votre zone, donc intime à vous-même. Et il y a la zone aveugle, donc c'est source d'incompréhension, ce que vous ignorez de vous et ce que, par exemple, vous n'avez pas pris conscience et que vous êtes capable de faire telle ou telle chose. Et aussi, il y a la zone inconnue. Donc, la zone inconnue, donc c'est la zone dans laquelle donc, vous avez des compétences, vous avez des talents, mais vous n'arrivez pas à exploiter ou apprendre de ces expériences pour expérimenter ces talents. OK. En bref, lorsque nous pensons à la question de la connaissance de soi, donc c'est d'abord penser à différents facteurs. Et pour découvrir votre personnalité, il faut penser à votre éducation, votre culture, la société dans laquelle vous évoluez, et les groupes sociaux, vos relations, votre vécu et expérience, et votre psychologie, et aussi votre ADN. Donc, tous ces éléments contribuent grandement à la construction de votre personnalité.
D'accord? Donc, pour cette partie, je ne sais pas, donc si vous avez des retours et si vous avez des retours ou des commentaires, questions, donc ce sera un plaisir donc de répondre. Et ensuite, on va à la pause et durant la pause, vous profitez d'effectuer ces petits tests donc, que nous venons de voir, donc qui peut vous donner une idée de votre personnalité et les carrières donc, qui vous passionne beaucoup plus et ou des carrières donc selon lesquelles si vous avez choisi ces carrières, et vous, vous allez peut-être mieux exceller et vos relations interpersonnelles et vos points forts et vos points faibles. Donc, c'est les moments donc, pour des retours sur cette présentation. Donc, sinon, on va continuer. Je peux intervenir? Oui, vous avez la parole. OK. Vraiment, je tiens à vous remercier, cher professeur, pour cette présentation qui me permet de savoir qu'en fait, nous venons sur cette terre de l'inconnu hein, et que sans outils, nous ne saurons jamais aller là où on doit réellement partir. À travers ces outils-là, je me rends compte que les outils sont toujours des choses importantes. L'élève ne peut jamais aller en classe sans bic. L'agriculteur ne peut jamais aller au champ sans daba, pour dire que les outils, pour nous autres, moi surtout qui veut faire de la recherche, je serai souvent en mode projet, ces outils-là m'aideront. Merci encore une fois pour votre orientation. Merci beaucoup, Monsieur Ephémi Fabien, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a un collègue du réseau éducation. Exactement, Okay. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres retours? OK, donc sinon, on va faire un rappel de différents éléments que nous avons vus dans cette première partie et prenons une petite pause de 15 minutes et profitez de cette pause pour réaliser ce petit test et après, on va vous demander quelques retours sur ce que vous avez trouvé. OK, dans cette première partie de la séance portant sur les modules du leadership de soi, nous avons vu d'abord la notion de l'estime de soi, donc qui peut être influencée par divers facteurs ou dans différents contextes, que ce soit les contextes familial, social et culturels. Et aussi, nous avons vu que nous avons vu que l'estime de soi donc, a des composantes, que ce soit la confiance en soi, la vision de soi, l'amour de soi. Donc, tout ça, c'est important pour connaître. Donc, en abordant la notion de la connaissance de soi, donc, il est important de vous évaluer, de faire, c'est ce qu'on appelle une auto-évaluation au regard de votre formation, de vos intérêts, de vos capacités, vos aptitudes, votre personnalité et aussi au regard de vos intérêts. Et c'est extrêmement important. Et aussi, nous avons vu que il y a de nombreux outils, que vous pouvez utiliser pour explorer votre connaissance de soi, que ce soit avec les MBTI, donc qui vous permet de découvrir votre type de personnalité, ainsi que l'énéagramme. Et il y a la fenêtre de Joiry, donc qui vous donne une idée de ce que vous connaissez vous-même et tout le monde connaît de vous, donc et
des connaissances ou bien des facettes de votre vie que ce sont vous-même qui connaissez ces facettes et aussi des parties ou des facettes de votre capacité, de votre personnalité ou des talents, des qualités que vous avez, mais vous n'avez pas conscience de ces qualités et même votre entourage n'a pas conscience de ces qualités, etc. Et nous avons vu également l'outil Ikigai, donc c'est vraiment important. Donc, cet outil met en évidence 4 éléments essentiels: votre passion, votre vocation, votre profession et votre métier. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie. C'est le moment pour la pause. On revient dans 15 minutes. Merci beaucoup.